Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Et je pense que le fait de m'être retrouvée dans une école d'art avec des gens comme moi qui pensaient la même chose, avoir des professionnels qui m'apprennent plein de choses autour de l'art, parce que ça allait de la typographie à l'histoire des arts, au dessin proprement analytique, il y avait plein de choses. Et là, d'un coup, mon Dieu, mais c'était la révélation, quoi. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Élodie Maréchal, dessinatrice, qui va nous présenter son parcours. Gérald, à toi le micro. Bonjour Élodie. Bonjour. Élodie, tu es une fille de la région, tu es née à Ambilly, pas trop loin d'ici. Et puis moi, la première question que je te pose, c'est quel type de petite fille tu étais ? Oh, j'étais déjà une petite fille très solitaire et très créative, je pense. Alors, c'est exactement les mots que j'ai eus. Tu vois, on parle bien de la même personne. Tu jouais seule, visiblement. Tu étais assez solitaire. C'est vrai. Déjà, je suis fille unique. Donc, forcément, je pouvais pas jouer avec mes frères et sœurs, vu que j'en avais pas. Et en fait, je me suis vite retranchée, en fait, dans la curiosité de découvrir plein de choses, de démonter plein de choses, de rassembler plein de choses. Et du coup, je pense que c'est à partir de là où a commencé tout le côté créatif. Alors moi, j'ai l'impression que presque tu as deux personnalités. Et j'ai l'impression que ça va revenir presque dans ton parcours. Alors, il y a l'Élodie dont tu viens de parler. On parle d'une petite fille calme. Tu jouais seule, plutôt réservée dans ton tempérament. Et du coup, on va en parler, le dessin va arriver à un moment naturellement. Puis en même temps, on me dit, attends, bricoleuse. Tu parlais de démonter, il y a une certaine époque de ta vie, tu démontes, je crois même c'est des téléphones pour aller voir comment sont faites les cartes. Ouais, mon papa était électricien et travaillait dans les télécoms, donc j'avais plein de petits téléphones à démonter et à ressouder. Mais du coup, c'est ça, puis j'apprends quelque chose d'incroyable, c'est que tu fais du sport. Oui. Alors, je sais pas ce que veut dire cette expression de nos jours, et elle est faite avec beaucoup de bienveillance de ma part, mais t'étais ce qu'on appelait à l'époque presque un garçon manqué. Oui. C'est-à-dire que tu faisais des sports qui étaient des sports de combat. Moi, j'entends du judo. Mais il y a un problème. Le problème, ce que je comprends, c'est que tu aimes faire du sport, mais dès qu'il y a un niveau de compétition, on me dit qu'en fait, visiblement, tu recules, tu arrêtes. C'est ça, c'était ça, cet environnement que tu n'aimais pas ? Ouais. J'ai fait ça avec le karaté, du coup, où j'ai complètement abandonné dès qu'il y avait de la compétition. Et l'exemple le plus flagrant, c'était avec l'escalade. J'adorais l'escalade, j'en ai fait énormément. Et le jour où on a voulu me passer en compétition, du coup, j'ai pas voulu. En fait, j'ai bloqué. Et on m'avait proposé de dire, dans ce cas, tu donneras des cours aux plus petits. Et ça me plaisait mieux. Mais dès c'était tout le temps la notion de plaisir. Dès qu'il fallait rentrer en compétition, il y avait plus aucun intérêt pour moi. Alors l'escalade, en plus, je crois qu'il y a un incident, non ? Tu te fais mal en plus à un moment l'escalade. Tu vas tellement au bout des choses pardon. J'ai un corps un peu difficile depuis toute petite, donc j'étais très casse-cou, comme un bon garçon manqué. Je faisais beaucoup de sport, mais par contre je me faisais relativement mal, que ce soit le ski qui m'a achevé, que ce soit l'escalade, que ce soit même la danse. J'ai fait énormément de danse. Mais je crois que je faisais un mois de danse, un mois de béquille, un mois de rééducation, un mois de danse, un mois de béquille, un mois de rééducation. Du coup, j'ai arrêté parce que ça valait plus le coup. Il y a quelque chose que je voudrais... Tu parlais tout à l'heure de compétition. Tu dis, moi, le plaisir, ça va. Dès que ça devient une contrainte, une compétition, je me fane et je recule.
Moi, on m'a raconté une histoire grâce aux complices, dont je tairai les noms, même sous la torture, je te le dis d'avance. C'est une compétition de judo avec une remise de ceinture, avec un côté très formaté, solennel, où en fait, tu te barres, tu te lèves, tu t'en vas. Le problème, c'est que tu plantes ta mère qui est là, qui se retrouve toute seule. Qu'est-ce qui se passe là dans ta tête là? En fait, franchement, j'ai du mal à le raconter parce qu'en fait, je pense que c'est plutôt parce que ma mère me l'a raconté, donc effectivement j'ai ce souvenir-là, mais je pense que j'ai dû formater 2-3 trucs. Donc à ce moment-là, je sais pas trop ce qui se passe. Peut-être une certaine peur ou un certain stress. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, zut, je sais pas. C'est plus simple. J'aime bien. Je pense qu'il y a certaines situations, je préfère les fuir. C'est plus simple. Oui, mais au moins c'est toi qui décides. Ouais. T'as ce côté très manuel, donc tu disais dans l'environnement, ton père qui est déjà un petit peu, j'imagine, bricoleur et dans l'électronique, donc t'aimes bien démonter, remonter, t'as cette curiosité, tu parlais de curiosité, tu démontes des trucs, tu désosses carrément? En fait, ouais, ma maman était très créative aussi parce qu'elle, déjà toute petite, elle m'a appris tout ce qui était la couture, la broderie, tout ce qui était côté fille, un peu stéréotypé. Et puis mon père qui était plutôt côté mec, du coup électricien et téléphoniste, qui lui m'apprenait à souder, dessouder. Je l'assistais pour les circuits électroniques et les trucs comme ça. Et en fait, ouais, j'avais un besoin de tout savoir sur tout, que ce soit masculin, féminin. C'est vrai que de nos jours ça existe plus trop, mais c'est pour ça qu'on me disait garçon manqué à l'époque. Parce que j'avais besoin, plus que de jouer au final à la poupée ou quoi que ce soit, j'avais besoin de voir mon environnement et de comprendre comment il fonctionne en fait, vraiment. La question est, est-ce qu'un garçon manqué signifie une fille réussie? Ça fera l'objet d'un sujet, Cyril. On va faire une thèse là-dessus. Je pense qu'il va falloir. Alors, finalement, tu grandis dans un environnement où tes parents, de par leur métier, pour ton papa, puis leur savoir-faire, en fait, ils t'ont encouragé, ils t'ont mis dans un environnement. Donc, le dessin arrive à quel moment de ton histoire? Le dessin, il a toujours été là parce que un enfant apprend à dessiner avant d'apprendre à écrire. Donc, je pense qu'en fait, il m'a jamais quitté. Et puis, par exemple, quand j'allais chez ma grand-mère qui habitait dans une ferme, elle avait une grande cour et ma passion, elle avait des craies. Elle avait que ça à l'époque. Et ma passion, c'était de dessiner toute la cour à la craie, quoi. Enfin, voilà, c'était déjà mes délires quand j'étais enfant. Et je préférais ça, en fait. Voilà, j'aimais bien être toute seule, à dessiner dans mon coin, dessiner à la craie dans la cour, à bricoler. Et ce qui fait que on dit les enfants uniques peuvent s'ennuyer. En fait, moi, ça n'a pas été mon cas parce qu'en fait, j'étais tout le temps occupée à faire des choses et j'ai jamais connu l'ennui, en fait. Voilà, grâce à la créativité. Bon, ça, c'est un bon message pour les jeunes générations où il y a encore des filles ou des fils uniques. Ta scolarité se passe comment? Alors, quand j'étais petite, ça allait. Et après, ma scolarité, on va pas se mentir, elle a un peu vrillé à partir de la 4e. C'est ce que j'ai entendu dire. Ouais, elle a un peu vrillé à partir de la 4e. La 3e, elle remontait pas forcément. La seconde, dans la foulée, c'est la dégringolade, quoi. Du coup, j'ai retapé une seconde avec brio, mais grand brio. Hein. Et puis, la deuxième seconde n'était vraiment pas mieux. Et en fait, j'avais un décrochage de l'école, un dégoût aussi. Les seules matières qui m'intéressaient, c'était le dessin, les arts plastiques. Je suis très étonné. L'informatique aussi, parce que c'est vrai que... Et les circuits imprimés aussi. L'informatique, du coup, c'était les sciences aussi. C'est vrai que j'aimais bien les sciences, mais après tout le reste, c'était terrible, quoi. Et en fait, je passais mon temps à dessiner sur les tables et enfin voilà, c'était ça. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, on sent que l'école là c'est pas trop toi, mais il doit bien y avoir une école de dessin qui doit exister. C'était quand même moins répandu que maintenant. Et du coup, c'est elle qui m'a trouvé une école à Lyon, qui m'a pris rendez-vous et tout ça. Et ensuite, a commencé le cheminement où je suis rentrée dans une école de dessin. Et là, ça a été la révélation. Élodie, tu disais à juste titre que l'école, à un moment, ça correspondait plus, ça te nourrissait plus, ça ne correspondait plus à ta personnalité. Donc, tu nous disais il y a quelques secondes que tu avais fait 2 années de classe de seconde, mais j'ai cru comprendre que non, qu'en fait, tu vas sortir du tronc commun et tu vas commencer à t'orienter dans une école d'art où tu vas faire une année de seconde. Et c'est à Lyon, c'est l'école Bellecour, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc effectivement, après mes 2 foireuses années de seconde, ma mère a trouvé cette école, Bellecour. Au début, je voulais pas partir d'ici, hein. Fallait que j'aille à Lyon et tout, c'était compliqué. Et au final, j'ai un rendez-vous là-bas où ils prenaient sur dossier scolaire et dossier artistique. Donc autant vous dire que le dossier scolaire était catastrophique. Il était après 2 secondes, quelle horreur. Et du coup, ces gens-là m'ont quand même fait confiance sur le dossier artistique. Et en même temps, je leur dis merci parce que c'est grâce à eux où j'ai pu intégrer donc cette école, mais effectivement en refaisant une 3e seconde. Donc à l'époque, ça s'appelait donc je repartais dans une section qui s'appelait le BTDM. C'était un brevet de technicien, dessinateur et maquettiste qui était sur 3 ans. Donc c'était l'équivalent à l'époque d'un bac plus 2. Voilà. Et donc cette 3e, c'était comme une mana en fait, non? Il y avait une partie un peu remise à niveau? Non, il n'y avait pas de mise à niveau en fait. On passait directement première année, 2e année, 3e année. Okay. Et là, par contre, effectivement, donc quand j'ai attaqué, en fait, j'étais mais juste complètement dans mon environnement, avec des gens qui étaient comme moi, parce qu'en fait, si je me sentais mal, je pense aussi, c'est que sur mes 2 années de seconde, c'est bien simple, il y avait une seule personne à chaque fois sur chaque année qui était à peu près dans le même on va dire délire que moi, jeux vidéo, dessin et tout ça. Et tout le reste de la classe, pas du tout. Donc en fait, on reparle d'il y a 20 ans en arrière, c'était vraiment, on était un peu les pestiférés, quoi. Je vois tout à fait ce que tu dis, ouais. Moi, je passais mon temps à dessiner quand j'étais à l'école. Ouais. Et mes parents, ils m'appelaient Nuage perdu. À l'époque. Parce que j'étais tout le temps dans mon monde. Perché. Ouais, complètement. Ouais. Perché et perdu. Voilà. Et donc, le cursus était orienté très vite, 3e, pour aller vers une filière professionnelle. Ça. Et en plus, on remet encore le contexte que, donc, il y a des années en arrière, j'étais une fille geek à l'époque, c'était pas super répandu. Le métier de dessinateur, alors, je fais une aparté, mais on a beau être en 2021, on a l'impression que c'est reconnu et au final, c'est un peu toujours pareil, mais bon. Mais à l'époque, c'était encore pire, c'est que c'est pas reconnu comme un vrai métier. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? On se prend des réflexions très très dures en fait, voilà, sur ça. Et il faut avoir un sacré mental pour arriver à s'en détacher. Et je pense que voilà, le fait de m'être retrouvée dans une école d'art avec des gens comme moi qui pensaient la même chose, avoir des professionnels qui m'apprennent, plein de choses autour de l'art, parce que ça allait de la typographie à l'histoire des arts, au dessin proprement analytique, voilà, il y avait plein de choses. Et là, d'un coup, oh, mon Dieu, mais c'était la révélation, quoi. Et là, du coup, j'étais enfin dans mon élément et mon dossier scolaire aussi s'en est senti, et mon dossier artistique aussi. Donc là, on parle de ces... C'est jusqu'à 2004, c'est ça, avec ce brevet de technicien? Alors en fait, c'est sur 3 ans, mais là aussi, il y a eu quelques péripéties, c'est-à-dire que en fait, à la fin de ma première année, il y a eu des soucis en fait dans l'école, soi-disant parce qu'ils arrêtaient le diplôme, mais en fait, c'était pas vrai. Mais il y a eu la mode de la 3D qui est arrivée aussi en même temps. Ah oui, exact, donc, tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup d'écoles en fait qui faisaient du dessin, qui ont arrêté des sections pour pouvoir passer à la 3D et tout. Et en fait, moi, j'étais pile poil dans la section qu'ils ont supprimé en fait. Et à la base, c'était vraiment une formation où on partait première année, 2e année, 3e année. On pouvait perdre des élèves entre, mais on pouvait pas en reprendre. On pouvait pas rentrer en première année ou en terminale. Voilà, c'est la même classe qui allait sur les 3 ans. Sauf que du coup, à la fin de cette seconde, on nous dit que ça va s'arrêter. Et en fait, on nous dit, si vous voulez, vous pourrez faire une seconde en art appliqué. Donc là, 4 secondes, j'ai dit, je vais quand même peut-être pas passer toute ma vie en seconde non plus. Ça c'est presque un record du monde. Hein, non, mais là, c'était quand même plus possible. Et du coup, en fait, on s'est mis à chercher d'autres écoles sur Lyon, ailleurs. Et en fait, on en a trouvé une sur Montpellier qui a bien voulu nous prendre en première année dans la même section BTDM qui, au final, n'était pas arrêtée, en fait. D'accord. Ah, donc c'était un peu au cas par cas. Ils arrêtaient chaque école avait sa stratégie, c'est ça? Ouais, ça avait fait Bellecour avait une stratégie de mettre de la 3D. Je pense, ouais. Ça, je l'ai appris vraiment des années après et j'en ai déduit que ça devait être sûrement à cause de ça parce qu'il y avait aucune logique pour fermer notre section, quoi. Pendant ces périodes-là, tu restes une jeune adulte. On me dit des choses qui sont sympas. T'es plutôt quelqu'un qui aime le silence. On me parle tu as une démarche, peut-être que le mot était pas là à l'époque, mais de méditation. T'as besoin de te ressourcer assez souvent.
tu es plutôt quelqu'un qui a besoin de liberté également. Ça fait partie de tes. C'est pour ça que tu t'es barré du judo, hein, rappelle-toi. Et puis il y a une histoire que j'aime bien. Il y a du maquillage, il y a du tatouage, et puis il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le cosplay. C'est à peu près à cette période où tu commences à devoir ou à vouloir t'exprimer naturellement maintenant avec. Ben non, pas du tout en fait. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ah d'accord. Je croyais que c'était déjà à cette époque-là. Non, c'est pas. En fait, à cette époque-là. Ouais, en fait, il y a toujours le paradoxe où c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très solitaire, qui aime beaucoup le silence. Mais à cette époque-là, j'aime aussi, c'était vraiment la période sortie, bringue, faire la fête. Voilà. D'accord, tu me rassures. Donc, il y avait vraiment ce paradoxe-là. Donc, j'aime me retrouver seule dans le silence quand j'ai besoin de me concentrer pour dessiner ou des choses comme ça. Mais par contre, on était toujours en fin d'adolescence où, du coup, j'avais quand même un besoin de sortir. Comme quand j'étais à Lyon où on faisait des bêtises, on allait graffer ou des choses comme ça. Voilà. Je le dirai pas. Donc ça restera sous silence. Personne n'écoute. Le graphe, le street art était un vrai art, voilà. Mais voilà, on a fait des trucs qui permettent de se construire aussi. Mais après voilà, après j'ai eu la période Montpellier où du coup on a continué sur le cursus. Voilà, on a continué le cursus, j'ai eu mon diplôme et tout ça machin. Après je suis partie encore dans une autre école, mais au final le cosplay il est arrivé il y a 3 ans. Hein. Ah d'accord. Ouais, non, il est arrivé plutôt tardivement. Si on reprend donc le cursus, Montpellier, tu obtiens ton brevet. Ouais. Et là, je vois qu'il y a une école, c'est quoi? C'est l'atelier de cinéma d'animation, c'est ça? Tu fais 2 ans, 2007-2009. Je vois API, c'était le nom de l'école? Ouais, à l'époque, elle s'appelait comme ça. Enfin, c'est l'atelier en fait. Elle existe encore. D'accord, ça s'appelle Aujourd'hui, l'atelier. c'est une école d'animation qui fait partie des meilleures écoles aujourd'hui. Mais à l'époque, on était la première promo en fait. Elle existait pas. Ouais. Elle est dans quelle ville? Et ben moi, quand j'ai commencé, on était à Agnan, à côté de Montpellier, un village à côté. Et maintenant, elle a déménagé. Elle fait partie du pôle Magélis à Angoulême. À Angoulême. Ouais. Donc là, encore une fois, t'es dans ton univers, tu t'aperçois que t'es pas si isolé que ça parce que tu es avec des gens qui sont, tu disais le mot délire, mais dans ton environnement, dans la création. Et puis ça va t'amener jusqu'à 2009. Et là, en 2009, il y a quelque chose d'important puisqu'en 2009, tu vas te retrouver avec l'atelier du cinéma d'animation d'Annecy, ici en Haute-Savoie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir un petit peu ce parcours. Donc, tu te retrouves dans une école supérieure où après tu vas affronter et tu vas te mettre en face de la 3D, qui est une nouvelle discipline pour toi et d'ailleurs assez récente à ce moment-là. Et ça se passe comment cette histoire de 3D? Comment sont les cours? Eh ben, c'est vrai que donc après l'obtention, j'ai décidé de me spécialiser dans la 3D parce que c'est vrai que ça devenait la mode en fait. Donc ça avait l'air d'être hyper cool à l'époque. Et je fais une première année, sauf que cette année en fait, est-ce que c'était dû à l'école ou ce qu'on peut appeler peut-être des écoles à rêve ou des choses comme ça, où les cours au final ne correspondaient pas réellement et au final ça devient aussi un peu catastrophique. Mais par contre, je me souviens surtout de deux, 3 profs qui étaient vraiment très bien. Un prof de storyboard chez qui j'ai eu l'occasion de faire des stages et là ils m'ont vraiment appris une autre vision du métier en fait qu'on n'avait pas à l'école. Et puis un deuxième prof qui s'appelait Thomas Debitus et en fait qui lui sortait de chez Disney et lui ses cours étaient tellement intéressants que du coup au final on a arrêté d'aller dans les autres cours et en fait on le suivait lui dans son planning et pas notre planning de classe mais son planning de prof en fait. Tellement qu'on trouvait ça intéressant. Ça s'appelle du piratage. ouais, non mais on est trop rebelle quoi. Et on le suivait partout. Et vraiment, vraiment hyper intéressant. Et en fait, même lui, au bout d'un moment, il dit, mais enfin, je pense pour avoir bossé chez Disney dans les studios et tout ça, il disait, mais c'est pas possible, on vous apprend pas réellement comment ça se passe dans la vraie vie. Et au final, au bout d'un long moment, pareil, il a décidé, il a dit, je vais arrêter d'être prof et en fait je vais monter ma propre formation. Donc c'était pas une école à l'époque, c'était juste une formation. Et en fait on a été 16 à le suivre. Et un peu. En fait je pense que si on l'avait pas suivi, je sais même pas si on serait encore dans le métier. Je sais pas. C'était peut-être un peu aussi
la dernière chance. La bouée. Et du coup, c'était un peu le défi, c'était j'arriverai à faire de vous des professionnels en 1 an. Voilà. À la place de 3, 4 ans, 5 ans dans des écoles. Et du coup, je pense qu'on a dit, de toute façon, 1 an, allez, on te suit, quoi. T'avais déjà fait 3 secondes. T'étais plus à ça près. Ouais. Donc ça, c'est un sacré jacadi. Non, mais là, je suis en supérieur. Donc... Oui, compris. C'est un sacré jacadi, là, ce que tu racontes. Ouais, c'est un sacré jacadi, ouais. Et en fait, donc, on le suit, je le suis, au final. Et on se retrouve dans un village à 20-30 minutes de Montpellier, dans une ancienne boucherie, un peu retapée et tout ça, avec nos propres ordis, voilà. Et on se dit, ok, allez. C'est vrai que ça ressemblait pas du tout à ce qu'on pouvait connaître dans une école. Mais là, vous aviez quitté l'école, donc vous étiez plus du tout sur le cursus de l'école. Et là, on n'est plus dans le cursus de l'école. Avec pas de diplôme au bout potentiel, c'est juste de l'apprentiissage et de la connaissance. Une formation, en fait. Une formation okay. Plutôt, au final, de terrain, parce que c'est vrai qu'on savait pas trop où on allait. En plus, nous, on était jeunes, donc les statuts juridiques et tout ça, on sait pas. On le suivait juste parce qu'en fait, on aimait ce qu'il racontait, on aimait ses cours, on avait envie d'apprendre avec lui. Beaucoup de pratique. Ouais, voilà, c'était ça. Et voilà, donc lui, il a monté à l'époque, c'était sous forme associatif, et vraiment, je trouve que c'est une belle période de notre vie, parce que se retrouver dans une ancienne boucherie avec nos propres ordis, à écouter juste au final, un mec, on savait pas trop qui il était, et puis on lui a fait confiance, et puis on lui met sa vie entre nos mains, en fait, et puis on y va, quoi. Et puis au final, on a passé 1 an, mais c'était l'armée du dessin, quoi. C'était hallucinant. On vivait en autarcie au final à 16 là-bas. On habitait tous dans le village. On faisait que ça en fait. On faisait qu'apprendre le dessin, dessiner, apprendre l'anime et 24/24 en fait. Voilà, c'était ça. On avait 1 an pour tout créer, tout prouver, tout apprendre, quoi. Et donc, alors, la fin d'année arrive et là vous êtes plein de et la fin d'année arrive, d'énergie donc et de bagages. On est épuisé, on est mentalement, physiquement, parce que c'est vrai que c'est assez dur. Et au final, je pense qu'on est assez fou parce qu'en fait, on veut pas partir. On veut pas partir et on lui dit, mais non, en fait, on se sent pas encore prêt, on veut encore apprendre. Et au final, on reste une 2e année. Donc lui, après, il a réembauché pour avoir une espèce de première année. Mmh. Donc nous, on était la première promo, il y a une 2e promo. Et en fait, après, lui, il a continué comme ça. Bon, au bout de la deuxième année, on s'est quand même dit, faut qu'on aille bosser quand même. Dans la vraie vie, peu, hein. Ouais. C'est un moment, on va pas rester à l'école tout le temps. Donc on est quand même parti au bout de la 2e année. Et lui, après, a continué les promos qui sont enchaînés. Et puis voilà. Puis maintenant, c'est une des meilleures écoles en animation de France. Élodie, tu arrives au terme donc de cette expérience avec Thomas, qui est le mentor de cette équipe, où tu disais beaucoup d'apprentissage, mais aussi un rythme assez épuisant. Hein. Mmh. Et puis tu vas revenir sur la région. Tu vas revenir dans la belle région d'Annecy. Alors, comment ça se passe? Là, tu cherches un travail? Comment tu fais? Rien que dans son apprentissage, ce qui était génial, c'est que le principe était de trouver du boulot avant de quitter l'école. En fait, pour pas qu'il y ait de temps mort et qu'on soit toujours dans le rythme. Et en fait, à côté d'Aniane, pas très loin, il y a un studio qui s'appelle La Fabrique. Et un des dirigeants, des créateurs, Bernard Palacios, qu'on a eu l'occasion en fait de rencontrer pendant les cours. On a eu l'occasion d'aller visiter la fabrique en tant qu'étudiant, et lui a eu l'occasion de venir nous donner des cours d'animation traditionnelle. Et en fait, je sais pas trop d'ailleurs comment dans la conversation c'est venu, mais en fait il me dit je suis de Haute-Savoie. Et je lui dis moi aussi. Et donc du coup on papote un peu, et en fait moi qui ça faisait un moment, du coup, je suis partie à 17 ans. Là, j'en ai 24. Donc, j'ai envie de revenir sur la région, parce que ça fait longtemps que je suis partie. Et je me dis, tiens, il doit bien y avoir des studios par ici. Donc, je profite de connaître un professionnel du milieu qui est de Haute-Savoie pour lui demander. Et là, il me dit, écoute, à l'époque, on a créé un studio qui s'appelait Les 3A. Mais j'ai plus contact avec, je sais pas si ça existe encore. Bon. Je note dans un coin les 3A, puis je fais mes recherches. Et au final, les 3A existent encore, continuent à faire de l'animation, et je me dis c'est génial. Du coup, ça me fait un studio pour après l'école en fait. Et là, donc je postule. Tu postules. Ça commence avec un CDD.
Ça commence avec un CDD. De quelques mois. Alors, quelques mois. C'était 6 mois, 9 mois, je crois. Peut-être 6 mois renouvelables. Ouais, c'était ça, je crois. Et en fait, vraiment dans ma tête, je me dis, c'est juste un tremplin. En fait, voilà, c'est juste pour pouvoir mettre un pied vraiment dans le métier à la sortie de l'école. Et puis me dire, je vais chercher ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en étudiant en anime, on a forcément un rêve et c'est être soit grand réalisateur, soit grand animateur dans un grand studio. Il y a rien d'autre qui existe à côté. Et quand on se pointe aux 3A, à l'époque, faut se dire que voilà, les 3A, c'était un vieil atelier avec on était encore en analogique et tout ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on parle de, je sais pas combien de temps en arrière, il y a 10 ans quand même. Et du coup, il y avait un côté qui était hyper intéressant, de se dire waouh, c'est trop génial. Et de l'autre côté, de se dire oui, mais moi, ce que je veux, c'est bosser sur de la série télé ou du long métrage. Donc moi, ça m'intéresse pas. Surtout qu'ils faisaient énormément de formation, d'éducation à l'image, et que je me disais ouais, mais moi, je veux bosser dans un studio. Donc du coup, je pensais plutôt que ça allait être un tremplin. Et puis au final, j'ai découvert tellement de choses là-bas. Et maintenant, ça fait 12 ans et je suis jamais partie. Alors les débuts se passent plutôt bien. Et puis il y a un autre Jacadi. En fait, il y a une personne que tu vas retrouver là-bas, que tu vas rencontrer, et vous allez avoir une relation qui va prendre de la profondeur. Et aujourd'hui, c'est une amie. Tu te rappelles ce qui a déclenché votre relation? Il y a eu un petit drame. T'as vécu une journée galère. Et elle me raconte ça avec beaucoup de gentillesse. Elle dit, Gérald, elle était paumée. Tu te rappelles ce qui s'est passé? J'ai l'impression de vivre tout le temps des galères. En fait. Tu te rappelles ce jour-là particulièrement? T'avais quoi? T'as perdu tes papiers ou t'as oublié tes papiers? En fait, quand je suis arrivée aux 3A, donc il y avait une équipe en place, d'animateurs, de chargés de projet et tout ça. Et puis on me présente, mais très très rapidement, soi-disant l'équipe administrative, mais j'ai pas vraiment de contact avec parce que du coup c'est l'ancienne directrice qui s'occupe plutôt de moi quand j'arrive dans la boîte. Donc cette dame, au final, je la croise pas. Je la croise quasiment jamais pendant même plusieurs mois. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, elle devait travailler dans le bureau et moi j'étais restée, je pense un peu plus tard ou je sais pas, et du coup il y avait que nous, il y avait plus que nous. Et là, tu t'aperçois. Je m'aperçois que je peux pas reprendre ma voiture parce que j'ai pas ma carte bleue qui est garée au parking. Exactement. Voilà. Et du ça, coup, l'histoire. j'ai pas de chèque, j'ai pas de monnaie. Je suis hyper en galère en fait. Et du coup, je ne sais absolument pas comment je vais récupérer cette voiture. Voilà. Et du coup, je pense qu'elle a dû voir que j'étais un peu paumée ou j'en sais rien. Et puis, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais elle a dû me dire quelque chose du genre, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, voilà, je suis en galère, je sais pas comment je vais récupérer ma voiture. Et là, elle me dit, attends, je te prête 20 balles. Et ça m'a fait halluciner qu'en fait, quelqu'un puisse me prêter 20 balles pour m'aider juste pour sortir la voiture, quoi. Du coup, j'étais trop mal. Donc, on parle de Nadia. On parle de Nadia. Et Nadia, elle me dit qu'elle avait été étonnée de ton étonnement. C'est-à-dire que pour elle, les 20 euros, pour elle, ça lui paraissait tellement naturel. Je te dépanne un truc. Exactement. Et en fait, moi, c'est un geste anodin, mais qui me paraissait tellement hallucinant, en fait. Je sais pas. Je me dis que les gens, ils s'aidaient pas trop, ou je sais pas, ça me mettait mal à l'aise déjà, ou je sais pas. Nadia, quand je lui parle de cette période, elle me dit un autre truc super sympa. Elle me dit, si, il y avait quelque chose de particulier au début. C'était ton dress code. Elle dit, oui. Elle me dit, elle était chamarrée, hein. Elle était un peu dans son monde. C'était ça? C'était quoi? C'était le... Non, mais c'est horrible. Elle dit avec beaucoup de gentillesse, mais t'avais une personnalité vestimentaire, on va dire ça comme ça. J'avais des dreads, j'étais très colorée. J'avais des pantalons larges, je me souviens d'une enseignante une fois j'étais arrivée à carreaux, noir et blanc, un truc comme ça, avec un chapeau melon et tout ça. Et elle m'avait dit, dis donc, vous ressemblez vachement au personnage que vous pouvez dessiner, hein. C'est tout le monde s'habille comme ça dans l'animation. J'ai dit, oh non. Et c'est un moyen de s'exprimer, la tenue vestimentaire. Ouais, c'est vrai que j'étais vachement plus extravagante, on va dire. Je me suis un peu calmée. Assez rapidement, Nadia dit de toi, elle dit, Gérald, assez rapidement, malgré ta pudeur, puisque finalement, c'est elle qui va découvrir tes talents. C'est pas toi qui vas les mettre en avant. Et encore aujourd'hui, elle me dit, je suis pas sûr que je connaisse tout ce qu'elle sait faire. Mais c'est vrai que j'arrive encore à l'étonner de temps en temps. Ouais, ça, j'en suis très fière. Mais c'est bien. Donc, elle dit, assez rapidement, elle s'aperçoit que tu es une personne polyvalente
Et elle dit, dans ces métiers, c'était pas trop le cas. On est plutôt des spécialistes. Dans l'animation, et il y a un truc qui lui plaît dès le départ, c'est t'as une approche pédagogique réelle, et t'as ce réel goût du partage, et ça va être aussi un fil rouge de toute cette partie-là, parce que tu le disais, tu vas intervenir, tu vas bouger, toi tu bouges, elle dit moi je suis au bureau, mais toi tu bouges, et tu vas rencontrer, c'est quoi, c'est des classes, c'est dans le cadre de collège, c'est ça? Au 3A, en fait, on a vraiment un panel éducatif assez large, en fait. Donc, effectivement, le but premier, c'est de faire découvrir le cinéma d'animation à ceux qui ne le connaissent pas forcément. Donc, on a vraiment un côté professionnel et un côté où on va essayer d'amener le cinéma d'animation aux amateurs. Donc, on a soit vraiment de la découverte, soit on va les accompagner. Et d'un côté, je me découvre moi, parce qu'au final, bien sûr, apprendre aux autres, c'était pas quelque chose que je connaissais réellement, et puis au final, j'y avais pas vraiment pensé d'en faire mon métier. Et puis en fait, j'y trouve vraiment un réel plaisir de partager ma passion, de l'apprendre. Et en fait, effectivement, on va avoir un panel de gens qui va de 7 à 77 ans, même plus large en fait. Et en fait, j'ai un vrai retour avec des jeunes talents. En fait, je me rends compte qu'on n'est pas obligé d'être en école supérieure pour dessiner ou s'intéresser. Qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire ça. Et puis, d'un côté, je m'y retrouve aussi parce que j'avais l'impression d'être un peu cette jeune, un peu paumée, moi aussi, quand j'étais à l'école, et d'avoir personne qui a pu me montrer ce que c'était ou m'accompagner déjà plus jeune. J'ai dû y découvrir qu'à l'âge de 17 ans, quoi. Et là, du coup, je découvre des jeunes, mais je découvre aussi des adultes, pas que. Et voilà, et la passion de transmettre, je trouve que moi, je leur apprends beaucoup, et je trouve qu'eux m'apprennent aussi. Même au jour d'aujourd'hui, où je continue encore, c'est... Dans ton environnement, il y a un moment, il y a un jeune stagiaire qui va venir. Je crois qu'au départ, c'est même un stage d'1 semaine. C'est Vivien. Ouais. Qui, pareil, il y a une histoire avec lui. Et Vivien, il dit... et tu vois, on en revient encore, je suis désolé, à cette histoire de personnalité, tu sais. Il dit, d'un côté, il y a un côté hyper professionnel, vraiment. Tu es quelqu'un de très professionnel, structuré et compagnie. Puis de l'autre côté, il me dit une hypersensibilité incroyable. Et il racontait que malheureusement, et je sais que tu as pas mal d'exemples, que parfois tu te retrouves dans des situations où tu as là en l'occurrence c'est des jeunes qui sont moins captifs, qui ont pas envie d'être là, on va se dire ça. Et là, toi, tu te découvres aussi et tu arrives à faire preuve soit de fermeté quand il faut resserrer les boulons, mais parfois tu arrives à tourner des situations en arrivant à faire sortir l'émotion et compagnie. Il me racontait des histoires, il me dit il y a eu des moments où waouh, j'étais même impressionné que toi tu arrives à t'imposer. C'est toi, rappelle-toi, on parle de la petite fille tout à l'heure qui était dans son coin, un peu timide et tout. Il y a des moments difficiles, mais c'est toujours le cœur qui parle à la fin, et tu arrives à garder ça à l'attention de ces jeunes qui parfois ne sont peut-être pas là au bon endroit, c'est ça? J'essaye parce qu'en fait, le cinéma d'animation rassemble énormément de disciplines différentes. Que ce soit quand on fait un court-métrage, on a le scénario avec le français, ensuite on va créer les personnages, on va avoir le graphisme, le dessin, la couleur, des matières. Après, on a le tournage, on a vraiment le côté technique. Ensuite, on va même avoir le son à la fin. Et en fait, selon où on arrive, selon les publics, un jeune n'est pas forcément intéressé par tout. Peut-être que le français il aime pas, donc il va pas aimer faire le scénario, ou même on s'en est retrouvé avec des jeunes qui aimaient, qui voulaient pas faire le projet d'ailleurs, et en fait qui restaient dans un coin juste à rapper. Voilà, ils rappaient dans un coin, et non, ils voulaient absolument pas toucher un crayon, ils voulaient pas faire de dessin, ils voulaient pas faire de tournage, rien du tout. Et au final, c'est vrai que j'aime bien essayer d'arriver à le motiver sur quelque chose, à motiver en me disant c'est un peu comme un défi en fait. T'es capable de faire quelque chose en fait, toi aussi. Sa contribution dans le projet. Et je me souviens, ils étaient un peu plus grands, c'était des lycéens, où effectivement, je prends cet exemple-là parce que je me souviens de deux jeunes qui voulaient rien faire, qui étaient dans un coin à part mettre leurs écouteurs et c'est tout. Et c'est vrai que avec Nadia, à un moment donné, on va les voir et puis
bah écoute, si tu veux pas faire, bah écris une chanson, puis ça fera la bande son du film, exact, en fait. bravo. Et là, bam, et ça repart, et là on voit des jeunes hyper motivés qui sont prêts à travailler sur un projet et tout. Et le but, c'est j'aime bien arriver à trouver la capacité de chacun pour arriver à faire quelque chose de concret à la fin. Ça, j'aime bien. Tout ce qui est défi, peu importe. Et sur un exemple comme celui-ci, c'est des cycles de combien de temps ? Combien de temps tu as ces jeunes pour le projet ? Alors, aux 3 ans, en général, le maximum, c'est 1 semaine. D'accord. C'est le plus gros atelier qu'on a, c'est la réalisation de film, du coup, qui va être sur 1 semaine. D'accord. Élodie, tu fais partie des gens où tu te nourris d'un univers. Tu parlais de gaming, et voilà, c'est tout ce qui se mélange et à la fin, ça donne ta personnalité. Il y a des choses que tu gardes, il y a des choses que tu laisses. Dans ton univers, il y a une personne en particulier qui, pour toi, t'a donné une direction. On va parler de Hayao Miyazaki, japonais. Et il est né juste à la fin de la guerre, dans les années 40. C'est un dessinateur-réalisateur qui est pas très connu au début finalement, mais qui petit à petit va s'imposer. Bien sûr, dans le film d'animation japonais, il est le cofondateur du studio Ghibli, qui est encore aujourd'hui une référence mondiale. Et puis, il va sortir notamment ses Princesses Mononoke. On est en 1999. C'est ça qui un peu va le mettre sur la scène. Ça, c'est les films, on les a tous en tête, mais c'est Chihiro, Totoro et des choses comme ça. C'est la première fois, j'ai l'impression, qu'il y avait une alternative à Disney. Et ouais, avec 2 cultures différentes. On vient de l'américain Disney et puis là, la partie japonaise. Tu t'es nourri de ça? Ça fait partie de ton univers encore aujourd'hui? Ouais, je pense que comme tous les jeunes à l'époque, effectivement, on a grandi avec Disney, ça c'est sûr. Donc j'en ai énormément mangé et c'est vrai que ça me passionnait. Et en fait, j'ai un côté où j'adore tout ce qui est magique et tout ça. Enfin voilà, moi les petits esprits de la forêt ou les choses comme ça, moi j'adore ces univers-là. Et c'est vrai que Miyazaki arrive à un moment donné avec des films qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a nous en fait. Tout à fait, ouais. Et vraiment cet univers magique en fait. Et là du coup d'un coup ça redonne un deuxième souffle en fait. Et mais surtout qu'à Annecy on a le festival d'animation qui est mondialement connu. C'est le plus grand festival au monde. C'est ça qui est incroyable, donc ça te fait aussi un terrain de découverte constant en fait. Ouais, mais bizarrement, en fait, j'ai découvert que quand je suis rentrée aux 3 arts, en fait. Non, j'ai appris l'existence du festival quand j'étais à l'atelier. Donc j'avais déjà 22, 23 ans, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, je suis de Haute-Savoie et j'étais passionnée par ce qu'il et en fait, j'étais pas au courant qu'il y avait ce festival qui a plus de 60 ans, pratiquement. Voilà, il est incroyable. Ouais. Mais bizarrement, aujourd'hui, en fait, une bonne partie des gens ne savent pas encore qu'on a le plus grand festival. Il y a les Annéciens parce que ils vont le voir tous les mois de juin, mais ils savent pas tout le panel qu'il y a aussi à l'intérieur. Ils se disent juste que c'est les projections sur le papier, mais ils connaissent pas l'ampleur du festival. Ce qui est sûr, c'est que la semaine dont tu parles, il y a quasiment 90% de la population qui a un badge autour du cou et qui parle pas français quand même. Si tu prêtes attention aujourd'hui, ça brasse, c'est incroyable. Ça brasse énormément de monde. Et en fait, on a, il y a le festival, donc on appelle le FIFA, le Festival international, et à côté on a le MIFA, qui est le marché international du film. Et en fait, il faut savoir que ce MIFA, c'est justement là où c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, parce qu'en fait, c'est là où tout se vend et tout s'achète de ce qui va se passer dans l'année, en fait, dans le monde. Donc vraiment, Annecy est vraiment le cœur du cinéma d'animation. Il y a énormément d'enjeux. Économiques et culturels, et aussi au niveau des médias, les télés viennent acheter, toutes les télés françaises viennent acheter leurs séries ici, tout à fait. C'est ça, il y a énormément de choses. Je reviens encore parce que moi ça me plaît bien cette histoire de 2 personnalités, c'est pas évident parce que alors on a une jeune femme avec cette partie tu caches tes talents, t'es pas quelqu'un qui va s'imposer, tu as beaucoup de doutes sur toi, je pense que ça fait partie de ta démarche, tu te mets pas en valeur et parfois certains de tes complices le regrettent en disant mais et te poussent parfois, je sais, et c'est déjà qu'a dit ça aussi finalement. Et puis en même temps, on vient de dire tu es capable de porter un projet, de faire face à des vents contraires
on parlait tout à l'heure des jeunes ados et de faire pirouette cacahuète. En fait, finalement, dire si t'écoutes de la musique, viens, tu vas faire la musique. Et tout ça, ça va t'amener à construire ton sillon. Alors, Nadia me redit quelque chose. Elle me dit que ton premier contrat est arrivé à terme, c'est passé vite et ça s'est bien passé. Et puis que finalement, le fait de pas te vendre, de pas montrer, a failli faire que t'as pas failli ne pas être reconduite, parce que dans cette école, il y avait des gens qui n'avaient pas identifié toute ta richesse et toute ta valeur. Et elle dit, voilà, j'ai fait partie des 2 ou 3 personnes qui ont milité finalement en disant on peut pas laisser partir un talent comme ça. Tu vois, c'est pas simple en fait. Ça veut dire qu'à un moment, les gens peuvent passer aussi à côté de toi si toi-même tu n'es pas à montrer ou du moins à prouver tous tes talents. Ouais, c'est peut-être, est-ce que c'est pas le problème de l'artiste même? Peut-être. Mais tu as eu la chance d'avoir des bonnes étoiles, une Nadia et des gens bienveillants autour de toi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que effectivement, je commence à prendre confiance en moi il y a depuis 2-3 ans, où ça y est, je commence à monter des projets pour moi. Mais sinon, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus performante aussi quand les projets ne sont pas pour moi. Trouver les idées, les défis, monter. Pour moi, voilà, rien est impossible. En fait, on peut tout faire, mais du moment où c'est vrai que c'est pas pour moi. Et être caché derrière les projets des derrière autres, les projets des autres, des clients ou des choses comme ça. En les guidant sans. Voilà, c'est ça. J'aime bien prendre pousser les c'est autres. quoi, c'est la prise de risque qui te fait peur, ou c'est la responsabilité que le projet induit? Bonne question. Je sais pas, c'est plus facile d'avoir une commande et d'exécuter la commande que de montrer ses propres choses. En fait, je sais pas comment trop expliquer. Ne serait-ce que quand je donne des cours de dessin, je vais être capable de voir dans un dessin ce qui est mauvais ou ce qui va pas, et je vais être capable de le corriger et de pousser la personne à le faire. Mais par contre, je suis incapable de l'appliquer pour moi, quoi. J'ai l'impression que mon dessin, je vois que c'est mauvais, mais je vais pas réussir à le pousser ou à le corriger. Donc c'est plus facile, pour moi, c'est plus facile d'aider les autres et de le faire pour les autres, et c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et puis après, quand c'est pas un projet personnel, c'est beaucoup plus simple de s'impliquer aussi. Alors c'est le cas en général, hein, le plus dur à vendre, c'est soi-même. C'est ça. Mais alors le mais n'est pas utile. Tu vas étendre ce talent. Moi, c'est ce que j'apprends, c'est-à-dire que tu vas développer des talents, tu vas prendre confiance en toi et tu en parlais. Puis il y a des événements dans ta vie qui vont déclencher. Moi, j'en ai un ou deux. Par exemple, Nadia, qui te connaît à ce moment-là, elle est assez proche de toi, découvre par hasard tes capacités et tes qualités de croqueur, de dessinatrice. Et tu sais comment ça se passe? C'est qu'un jour, elle te passe une photo de sa grand-mère. Tu te rappelles cette histoire et elle est gênée, je sais pas comment ça se passe, et que finalement tu vas faire un dessin. Ça commence pas par elle, ça commence parce que j'ai une commande d'une autre personne, je crois, en peinture à l'huile. Et effectivement, quand on travaille la journée, on anime et tout ça, c'est vrai que moi je fais pas forcément de peinture à côté ou quoi que ce soit. Et un jour j'ai une commande, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons, j'ai une commande de peinture et tout, et je dis à Nadia, regarde, j'ai fait ça. Elle me dit, mais maintenant tu sais faire ça, c'est incroyable, quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai que pour moi, ça me paraît logique, en fait. Oui, mais parce que, personne ne savait. Mais personne ne sait, parce que... Exactement. Ouais, mais parce qu'en fait, d'un côté, j'ai pas le temps, ce que j'aime pas réellement, parce que quand on veut prendre le temps, on l'a forcément. Exact. Mais d'un côté, je prends pas le temps de faire des œuvres pour moi. Et puis je fais passer les autres projets en priorité, on va dire. Et là, c'est parce que j'ai une commande que du coup je l'exécute. Je la montre à Nadia, et Nadia me dit, mais attends, mais tu sais peindre. Et pourtant, ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, hein. Et elle me dit, mais tu sais faire ça? Elle me dit, ouais. Et là, elle me dit, mais je peux te passer commande, moi aussi? Et je lui dis, pas de souci. C'est ça l'histoire et du coup, voilà, elle me donne sa grand-mère. C'est sa grand-mère, voilà, et je redessine, et je repeins le truc. Et elle me dit une émotion incroyable, voilà. Incroyable. Elle me dit, Gérald, c'est même pas disciple. Nadia, qui vient du métier, on est d'accord, hein. Ouais. Elle me dit, Gérald, de cul. Alors que vous êtes amis depuis longtemps et qu'elle sait pas. Mais elle sait pas. Et ce qui est marrant, c'est que tu maîtrisais la technique, donc t'avais pas besoin de te le prouver en le montrant aux autres, puisque tu la maîtrisais quelque part intérieurement, tu connaissais la technique pour le faire, et en même temps, c'est que le déclic arrive sur une commande commande client, en quelque sorte. Mais encore une fois, je crois que niveau technique, j'en ai énormément dans plusieurs domaines. Mais
en fait, je les exécute pas pour moi. Il faut qu'on me passe commande. Je suis capable de l'exécuter dans n'importe quel domaine. Ce que je voulais dire, c'est que tu as des gens qui ont besoin de se prouver en montrant aux autres ce qu'ils sont capables de faire, et ce qui n'est pas du tout le cas chez toi. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas découvert ton potentiel tout de suite, en fait, au départ. Et c'est l'exemple avec le portrait. Là. Après, très, ça, c'est un autre débat. C'est quel est l'intérêt de montrer son potentiel? Pour vendre. Pour vendre après, ou pour en faire un métier, pour commercialiser. Ouais, mais en fait, il y a eu ça aussi, c'est que j'étais salariée dans une boîte, en fait. Donc, du coup, j'exécute mon métier. Tout à fait, je comprends. Mais c'est vrai qu'au final, je prenais pas le temps de faire autre chose pour moi à côté, en fait. Et le déclic a été il y a, ça fait quoi, 4 ans, je crois, où à un moment donné, encore grâce à Nadia, et tout, ma mère, Nadia, et les gens qui sont près de moi et qui me poussent, qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas une expo? Et parce que c'est vrai que en fait, je dessine beaucoup, j'accumule beaucoup de choses, mais en fait, je montre pas grand-chose, quoi. Et en fait, c'est eux qui ils ont appelé le Café des Arts, ils m'ont dit, en fait, voilà, il faut toujours me pousser, il faut prendre le truc, et après, je suis à fond dedans, et alors, j'y vais, c'est une très bonne transition, c'est exactement le point que j'allais aborder maintenant. Bon, d'abord, il faut rappeler que tu voyages aussi, ça fait partie, avec Nadia grâce également. Grâce aux 3 arts, ouais. Et puis tu rencontres des gens et compagnie. Et puis, comme tu le dis, c'est plus fort que toi. Et pour les gens qui te voient pas, je confirme parce qu'il y a le papier et le stylo à côté. Tu dessines pendant les voyages. Et tu dessines souvent, d'ailleurs, plutôt le côté anecdotique, le truc qui se passe mal et compagnie. Et ça, Nadia, ça rencontre assez rapidement. Et effectivement, c'est ce que tu viens d'expliquer. À un moment, il y a des gens qui te disent, mais attends, je comprends pas, tu as la matière. Et alors là, bien évidemment, tu nous fais la Élodie, mais non, j'y arriverai pas et c'est pas pour moi et compagnie. Et puis les gens sont perspicaces, pragmatiques, ils sont jacadistes finalement. Et persuasifs. Et donc, on va revenir à cette histoire d'Annecy dont tu parlais, Cyril. Et moi, je crois que, alors, d'après ce que j'ai compris, c'était il y a 2-3 ans où en fait, tu vas te retrouver à exposer. Une fille comme toi exposer, t'as dû, voilà. Et dans le cadre du Festival international d'Annecy, alors ça se passe comment? C'était beaucoup de stress. Non, mais en fait, à chaque fois, c'est ça. Je peux pas enlever le côté que je suis hyper heureuse, hyper contente de le faire et tout ça. Et de l'autre côté, je suis hyper angoissée. Et cette exposition, en fait, c'est à chaque fois pareil. Je me dis, c'est bien, je fais une expo, et à chaque fois, j'ai l'impression de pas avoir de contenu, ou que ce soit pas assez bien, ou voilà, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses et que je peux facilement faire une exposition. Donc, Nadia me pousse. Au final, en plus, ça tombe pendant le festival. Donc là, tu dis, oh là là, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde. Un public, Nadia qui me dit, non, mais on va faire le vernissage pendant le festival. Non, mais attends, on va appeler les Toi qui copains, voulais le faire en catimini. C'est ça. Et en fait, ça prend une proportion, bien en fait, voilà, qui, en même temps, je suis trop contente, et de l'autre côté, m'angoisse énormément. Mais je le fais à fond, et puis je fais plein de choses parce que j'arrive pas à faire simple, en fait. Il faut toujours que je fasse tout compliqué. Donc j'ai même fait au-delà de faire que les murs, en fait, j'ai même fait une vitrine, j'avais envie de décorer les fenêtres, pour moi c'est tout l'environnement. C'était du global. J'aime bien je me dis il faut être immergé dedans, quoi. Donc je suis partie un peu dans des trucs. Et puis au final, on a fait le vernissage et j'ai eu que des bons retours, donc ça enlève ce manque de confiance en soi, parce que les bons retours, ils sont là, quoi. Et du coup, je me dis ça passe, c'est passé. Alors moi, ce que je sais, c'est que ça passe même très bien. Ça se passe très bien, et tu dis toi-même, en plus, toi, c'est un sacré jacadi, là, t'as passé une sacrée étape. Tu veux bien me parler aussi d'un projet où pareil, t'as pas mal bossé? Ça s'appelait Inktober, c'est ça? C'était un dessin un jour? Ah, Inktober, ouais. En fait, alors c'est un défi sur Internet. D'accord. Qui se passe dans le monde entier, et qui est... Il y a rien à gagner, en fait, c'est juste un défi personnel. Là, ça te va bien, toi, alors parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas de compète, c'est parfait. À la base, parfait. c'est parti juste d'un dessinateur qui s'était Jack Parker, qui s'était dit, je vais me faire un défi à moi-même, je vais me faire une liste de mots, et sur un mois, le mois d'octobre, je vais essayer de tenir cette liste de mots et de faire un dessin par jour.
Et en fait, ce mouvement a pris énormément d'ampleur. Et il y en a plein qui ont dit, ah bah tiens, bah, je vais prendre ta liste et je vais essayer de faire le défi aussi. Parfait, génial. Et ça a pris. En fait, maintenant, c'est mondial. Il y a énormément de dessinateurs pros, comme des amateurs, comme des jeunes, comme des adultes qui sont rentrés. Et c'est devenu, un mouvement, mais juste hallucinant. Et ça se passe donc tous les mois d'octobre. Il y a une liste, maintenant il y a la liste, on va dire, officielle, du coup. Et maintenant il y a plein de listes parce qu'il y a plein de dessinateurs qui se disent, moi je vais faire ma propre liste. Et en fait, c'est juste un défi personnel de savoir est-ce qu'on est capable de faire une illustration par jour et de tenir 30 jours. Ce qui est quand même assez, peut-être qu'on s'en rend pas compte quand on n'est pas dessinateur, mais c'est quand même un sacré challenge. Et en fait, il y a quelques années en arrière, je me suis dit, tiens, je vais commencer. Puis en fait, j'ai commencé à faire des espèces de gribouillis dans un coin en me disant, je l'ai déjà fait, quoi. Puis en fait, d'année en année, je me suis dit, non, mais je vais essayer. Alors au début, j'avais pas tenu les 30 jours. Après, je crois que j'avais tenu les 30 jours, mais les dessins étaient... C'était des bonhommes bâtons pour aller plus vite. Un peu ça, ouais. Un petit peu plus poussé, mais c'était pas loin, quoi. Sacré marathon. Voilà, c'était très simple. Puis après, l'année suivante, j'ai dit, non, mais je vais quand même essayer de faire des vraies illustrations. Puis en fait, d'année en année, comme ça, j'ai vraiment poussé le truc jusqu'à un peu trop pousser, parce qu'après, j'avais fait même du 30 par 30, tout à l'encre. Et je passais 4 heures à faire une illustration à côté du boulot. Enfin, c'était terrible. Du coup, je suis redescendue à un format un peu plus petit après. Et effectivement, rien que ça mà aussi donné confiance en moi, parce qu'en fait, j'ai remarqué que j'étais capable de le faire, quoi. J'étais capable de faire ma journée de boulot, et d'arriver à taper encore 3-4 heures d'illustration à l'encre le soir, et de tenir sur la longueur. Sur la longueur, ouais. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir du contenu pour l'exposition aussi. Élodie, l'exposition est un format, tu nous l'as expliqué, que tu as découvert, d'ailleurs ici dans le cadre d'Annecy, mais finalement tu as commencé à prendre goût. Il y en a eu d'autres, et bien heureusement, il y en aura plein d'autres. Et puis, il y en a une qui est en particulière pour toi. Tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé en Slovaquie dans cette exposition ? En fait, la Slovaquie, c'est aussi typique la non-confiance en soi qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'en fait, un jour, je reçois un mail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Nadia, on a déjà travaillé en fait à Bratislava. On a un projet tous les ans à Bratislava et tout ça. Et un jour, je reçois un mail d'une dame en Slovaquie qui me dit qu'ils ont un festival et qu'ils aimeraient m'inviter. Alors déjà, au début, je croyais que c'était les mêmes personnes avec qui on travaillait. Et puis après, je me dis, mais non, en fait, ça n'a aucun lien. Je sais pas comment ils te connaissent, moi, quoi. Oui, ouais, voilà. Bien sûr. Et du coup, donc... je demande, en plus avec Internet, en général, quand on nous trouve via Facebook ou quoi que ce soit, il y a souvent pas mal de fake ou de trucs qui, c'est pas vraiment concret, quoi, des vrais projets. Donc là, j'y crois pas, je me dis, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Puis au final, moi, je dis, allez, je réponds quand même. Puis elle me répond, non, mais c'est une vraie invitation, on a un festival, c'est le festival de l'humour et du satire, le festival européen de l'humour et du satire. Et du coup, on aimerait que vous fassiez une exposition, on vous invite et tout ça. Et là, bout des compositions. Je me dis, mais pourquoi ils me veulent moi? Je dis, mais moi, je suis pas drôle, quoi. L'humour et du satire. Je dis, mais, je suis pas si drôle que ça. Ils se sont trompés, quoi. Et puis en plus, vu que c'était en anglais, c'est, dessinateur, c'est cartooniste. BDiste, ça n'existe pas, donc c'est cartooniste, caricaturiste. Et je dis, mais caricaturiste, moi je voyais des caricatures, métier, je dis, c'est un autre métier, moi je fais pas ça. Tout à fait, après, cartooniste, ok, mais j'ai pas vraiment de contenu, je sais pas pourquoi ils m'appellent. Et là, j'en parle à Nadia, je lui dis, non, mais, je crois que je vais, parce que j'ai plein de contacts, moi, dessinateurs. Et je dis, non, mais je vais leur donner un autre contact. Et là, Nadia qui m'engueule, qui me dit, non, mais attends, mais il t'appelle toi. C'est toi qui tu vas quand même pas donner les contacts de tes potes alors qu'il t'appelle toi, quoi. C'est ça. Fillon, quoi, voilà. Bon. Et du coup, je dis, bon, ok, je vais y aller. J'y vais, quoi. Voilà, je leur envoie un mail. Et au final, en discutant, en fait, ils m'ont vraiment trouvé sur Facebook. Ils ont trouvé les petites anecdotes que je faisais, qui à l'époque, on avait beaucoup moins, en fait. Et ils m'ont dit, non, mais on vous invite. Et du coup, au final, me voilà à dire OK et à faire donc une expo en Slovaquie, donc au Festival européen de l'humour et du satire, et à faire comment on appelle ça, un défi d'improvisation en fait devant 200 personnes. Donc moi, la confiance en moi, c'était terrible à ce moment-là. Et en même temps, c'était une super expérience.
Et en fait, ça, au final, il y a 2 ans, et elle a vraiment contribué aussi à me dire, mais en fait, t'es capable de faire des trucs, en fait. C'est horrible, hein, mais voilà. Ce qui est fou, c'est que tu doutes encore. Je doute encore. Alors que là, on vient de passer quelques années de ta vie et que pour l'instant, tout va bien. À chaque fois, c'est ce qui se passe, non? Ouais, mais que toi, tu mais en même temps, dès que je fais un truc, si c'est pour moi, je doute. Mais voilà, ça fait quand même, avec ces événements-là, ça fait 2-3 ans, enfin 4 ans, on va dire maintenant, où oui, ça y est. Je fais des trucs pour moi. Donc si je fais des trucs pour moi, c'est que je prends confiance en moi. Voilà. Ça veut aussi dire peut-être que tu as identifié qu'il y avait un public intéressé aussi par le travail que tu réalises. Ce qui nous amène à ton second projet qui a démarré avec le confinement, je crois. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que le confinement a été dur pour les 3A parce qu'on a fermé, mais par contre très bénéfique pour ça a été un déclic. Moi toute seule, ouais. Parce que du coup, en fait, n'ayant plus de travail à côté, ça me permettait de me concentrer réellement sur mon travail à moi, en fait. Et c'est vrai que j'étais à fond dans les petites anecdotes et tout ça, puis ça faisait un peu rire les gens. Là, tu avais toujours, tu alimentais toujours Facebook tout le temps. Ouais, en fait, c'est des petites anecdotes que je poste. En fait, moi, pour me détendre le soir ou le week-end, et puis en fait, je le poste. Et c'est vrai que même si je me dis, avec cette histoire de non-confiance ou quoi que ce soit, en fait, maintenant, je crois qu'en vieillissant aussi, je me fous un peu de plus en plus du regard des autres ou du jugement des autres. Et en fait, je me dis, mais en même temps, fais-le. Voilà. Et du coup, c'est vrai que même s'il y a une petite partie à qui ça peut plaire et au moins faire rigoler, je me dis c'est toujours ça de gagner en fait. Et ça m'aide aussi à ma confiance. Et c'est à quel moment, donc on vit le confinement, ça dure 2 mois à peu près. Ça démarre déjà pendant le confinement, ton projet, ou c'est après le confinement? En fait, ça démarre un peu avant, parce que du coup, quand il y a eu l'histoire de coronavirus, j'avais commencé à faire 1 ou 2 anecdotes déjà sur ça. Et puis, quand on a été confinés, tout de suite, je me dis, allez, on est confinés, je vais faire une anecdote par jour, un peu sur le même principe que le défi Inktober. Oui, tu vois. Voilà. Mais en fait, là, c'était vraiment personnel, et ouais, les gens étaient un peu tristounes, et je me disais, il faut les faire rire, en fait. Donc, rayon de soleil de la journée. Ouais, voilà, c'était ça. Okay. Et en fait, c'est parti. En même temps, on savait pas réellement combien de temps on allait être confinés ou quoi que ce soit. Et au final, on était confinés, 60 jours, quelque chose comme ça. Donc, au final, j'ai réussi à tenir. Donc, ça m'a fait 60 planches. Voilà. Et en fait, quand ça a été terminé, quand on a été déconfinés, j'ai dit, c'est fini. Il y a plus le jeu, c'était ça, quoi. C'était pendant le confinement. Et en fait, j'ai eu, au final, énormément de retours de gens qui m'ont dit, mais... Les gens t'ont dit, ça commence. Hein? C'était ça? Toi, tu pensais que c'était fini, et les gens autour de toi t'ont dit, non, en fait. Non, mais en fait, ils étaient surtout, et j'ai eu beaucoup de retours en me disant, tu m'as fait du bien pendant le confinement, j'attendais ta planche tous les jours pour rigoler. Et en fait, c'est tous ces messages-là qui m'ont dit, c'est trop génial, en fait. Les gens, il y a des gens qui t'attendent, et surtout, encore dans le côté, si je pouvais leur remonter le moral, alors bien que, voilà, ça leur faisait, surtout qu'il y en a qui sont peut-être pas drôles, mais bon. Voilà, si ça pouvait leur remonter le moral, et puis ils l'attendaient par jour, je me suis dit, autant continuer. Et puis après, j'en ai plein qui à la base, c'était juste censé être Internet. Et en fait, j'en ai plein aussi qui m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas un bouquin? T'as assez de planches pour faire un bouquin et tout ça. Et en fait, voilà, ça a cogité, et je me suis dit, allez, en fait, c'est vrai que j'ai assez de planches pour en faire un livre. Et du moment où tu décides d'en faire un livre, t'avais déjà publié avant? T'avais déjà édité avant? Non, j'ai jamais édité. Donc là, tu te mets en place, c'est un projet qui se met en place, d'entreprise presque. Et comment tu fais pour le préparer? Tu fais de la souscription avant? Quelles sont les solutions, en fait, qui t'aident à réaliser ton projet? Encore, je pense, Nadia, ma mère, et ces gens qui sont à côté, bien sûr. Qui me dit, mais t'as une idée, pourquoi tu la fais pas, quoi? Et je me dis, ouais, mais c'est du boulot, c'est machin, je vais pas avoir assez de sous, je vais pas machin. Puis elle me dit, ou alors faut que je fasse, c'est moi au début qui me dit, ou alors je fais un financement participatif. Je dis, ouais, mais de toute façon, il n'y a jamais autant de personnes qui va me suivre, quoi. Il y a personne qui va me donner. C'est ta confiance en toi qui revient. C'est un vrai test de marché. Voilà, ça, c'est bon, ça. C'est ça. Je dis, allez, au pire, avec les potes qui vont en donner, je vais avoir quoi? Alors, 50 personnes, 50, on fait le calcul. J'en suis lent pour pouvoir éditer une BD, quoi. Et puis, à force de me pousser, de me dire, mais fais-le. Et puis, au pire, en même temps,
En même temps, après, c'était de me dire, en même temps, si ça marche pas, j'y perds rien, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc, voilà, ça s'est lancé. Et puis encore... Sur quelle plateforme? Sur Ulule, non, peut-être? Non. Sur Kickstarter. Kickstarter, peut-être. ok. Ouais. Et en fait, ça s'est lancé, j'ai fait ça, et au final, ça a fonctionné. J'ai atteint ma somme pour pouvoir faire la BD. À la base, je pensais avoir qu'une couverture souple, et encore là, je me suis encore plantée. Donc, je pense encore qu'il y a eu un Jacadi à ce moment-là, où du coup, j'ai eu ma couverture dure, et c'était top. Et en plus de ça, voilà, j'ai essayé de monter tout dans la demi-mesure, tout un concept avec des gros kits de confinés, où je me suis retrouvée à faire 400 cookies. Ce qu'il faut expliquer aux auditeurs, c'est que sur Kickstarter, tu as des paliers, en fait, avec des donateurs, et tu leur fais des cadeaux en fonction de la somme et en fonction de ça va crescendo, en fait. Voilà, c'est ça. Ils ont l'objet, donc le principal, le livre, plus des petits bonus. Oui, voilà. Ça part du simple don à 5 €. Et puis après, il y avait la BD qui était à partir de 15. Après, il y avait la BD dédicacée. Après, il y a la BD. Et puis, à chaque fois, je rajoutais des choses jusqu'au grand kit. Si je me trompe pas, je crois c'était 130, le plus grand. Mais à l'intérieur, voilà, il y avait plein de choses. Et puis ça aussi, ça m'a un peu dépassé parce que du coup, je voulais absolument que ce soit rendu avant Noël. Et en fait, je me suis retrouvée à tout faire toute seule, à faire même les livraisons et tout ça. Et en fait, c'était vachement plus de boulot. C'est ça. Est-ce que certaines planches originales, tu les as mis dans certains kits? Tu les as dédicacées aussi ou tu les as toutes gardées? Alors, en fait, la BD, je l'ai travaillée en numérique. Donc, du coup, j'ai pas de... Il n'y a pas de base papier, en fait. d'originaux. Ok, compris. Donc, le projet s'appelle « Vis ma vie de confiné ». Ouais. C'est incroyable pour toi. Tu te rends compte, ce Jacadi? Toi, on refait le parcours, je te vois sourire quand tu me regardes, mais là, tu étais entrepreneuse avec, comme le dit Cyril, des aspects qui étaient pas vraiment de ton cœur de métier, sur lequel tu as dû avoir peur, et je vais pas y arriver, on parle de financement participatif. Tout ça voit le jour. Et puis finalement, il y avait tout, t'avais toutes les planches, comme tu disais. Et tout à l'heure, tu as menti. Je suis désolé, moi ça m'embête. Parce que Cyril t'a demandé si tu avais déjà fait ça, tu as dit non. Et c'est pas vrai. Parce que moi, j'ai un complice qui m'a dit, et tu nous l'as expliqué, que tu fais toujours plus facilement les choses pour les autres que pour toi. En fait, 1 an auparavant, tu as fait exactement la même chose. Sauf que c'était pas pour toi. Tu t'en rappelles? Philippe André? Ah, oui, le projet... Oui, mais voilà, mais là, mesdames, messieurs, on est dans un problème, il va falloir le régler. 1 an auparavant, oui, c'est vrai, tu te retrouves, toi, dans l'autre position, c'est-à-dire que c'est Philippe André qui est en train de travailler sur un projet, c'est un court-métrage sur Charles Trenet. Oui. Et tout le monde me dit, Gérald, Élodie n'aurait pas été là, Philippe André n'aurait pas sorti son projet. T'as été le booster, le motivateur, t'as tout... Et 1 an plus tard, tu le fais pour toi. C'est incroyable, ça, quand même. Ah oui, mais là, c'était pas pareil, c'était pas pour moi. Donc forcément, tout le truc, je suis capable de le monter et de l'amener. Donc, tu avais eu cette expérience, finalement. Et en plus, cette expérience qui a été couronnée de succès. Alors, moi, j'ai une question et c'est donc ma fille a acheté, tu le sais, pour Noël, ta BD. Ça a été un de ses cadeaux de Noël qu'on est allé acheter sur Annecy. Et la question, c'est par rapport à Mélo. Donc, tu signes Mélo. Et puis, tu dis, quand c'est pas pour moi, c'est mieux. Est-ce que finalement, t'aurais pas créé Mélo justement pour te protéger? Puis c'est pour Mélo que tu le fais. Comment elles vivent ensemble, Mélo et Élodie? Oh, je pense qu'elle doit bien se prendre la tête de temps en temps. Il y a des petites disputes parfois. Ouais, je pense que ça doit être compliqué. Voilà. Mélo, elle est arrivée. En fait, il y a toujours eu le côté artiste, hein, même si, même du moment où j'étais salariée au 3A, j'ai mon boulot, j'ai tout ça. Mais à côté, j'ai toujours créé ou fait des choses, mais juste, ils sont pas concrétisés, ils sont pas rassemblés dans un livre, ils sont pas rassemblés dans un film, ils sont pas, parce que des projets, j'en ai plein les placards, il y a pas de souci. Mais je concrétise jamais. Et je pense que ces expériences, tout à l'heure, je parlais de Linktober où je commençais à faire des petits dessins et voilà. Et après, à un moment donné, l'année suivante, je me suis dit non, mais arrête de faire un petit dessin qui sert à rien, faisons une vraie illustration. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit si tu fais une vraie illustration, il faut un vrai produit, une vraie signature, quoi, et pas juste Hello dans un coin à l'arrache. Et donc, je pense que là, Mélo est vraiment née, on va dire, sur le papier, même si elle existait déjà avant. Où j'ai commencé à signer. Et ensuite, c'en est venu à me dire, si je me lance là-dedans, si je fais des expositions ou des choses comme ça, il me faut autre chose. Parce que
mon statut salarial va pas pouvoir me faire vendre les œuvres ou faire les expos ou les choses comme ça. Et ensuite, j'ai réfléchi et donc il y a 2 ans, j'ai monté ma micro-entreprise qui s'appelle Mélo. D'accord. Voilà. Donc on est Donc bien. là, elle est Cyril. vraiment On est concrétisée. bien avec ouais. un entrepreneur. Ah, Une ouais, entrepreneuse. j'ai eu un doute à un moment. Hein. Bon, ça y est, c'est fait. Voilà. Alors moi, cette BD, elle était sous le sapin de Noël chez nous. Mhm. Et avec la famille, pour moi, le premier extrait, voilà, je vois un canapé qui est quand même assez présent. Hein, oui. Confiné, c'était canapé. Hein. Un chat, Ouais, même 2. même 2, qui parfois joue un rôle inattendu. Ton chéri, la cuisine au sens le lieu, mais aussi au sens la nourriture, la méditation. Ça me fait rire parce que le jour 27, tu te liquéfies carrément à force de méditer. Et le jour 32, ça se passe pas bien parce qu'il y a le chat qui, lui, est je trouve extraordinaire, malgré qu'on soit plus dans cette relation de confinement, de se ressourcer dans tes jours, puisque j'explique aux auditeurs 1 page un jour, hein, c'est comme ça que tu l'as construit. C'était ça, ouais. Et c'est incroyable, ça. En fait, même si on n'est pas dans le confinement, au final, ça reste des situations complètement banales de la vie quotidienne, en fait. Donc, qu'on soit confiné ou pas confiné, le canapé, on l'a tous. La cuisine, on l'a tous. Un chat, je pense qu'une bonne partie en a. Un chéri, une bonne partie en a aussi. Et en fait, il y a rien d'extraordinaire dans les anecdotes que je dis. C'est juste une vie complètement banale. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. Tout le monde a pu, je pense, vivre au moins une situation. Si on fait de la méditation, je pense qu'on se retrouve avec le chat forcément qui vient nous embêter. Je pense qu'on a tous fait des cookies, on a tous essayé de faire des cookies pendant le confinement. Enfin, je pense que c'est des situations qui sont en fait mais ultra banales quoi. Et confinement ou pas confinement, on s'y retrouve tous. Et c'est ce qui fait un peu le succès. Alors, je vais te dire que moi, il y a une journée que j'apprécie plus que les autres, c'est le jour 36. Parce que le jour 36, il y a un problème, tu n'arrives pas à dormir. Ouais. Et tu commences à te poser certaines questions étonnantes. Je pense que c'est pas que le jour 36 d'ailleurs, mais... Tu poses des questions. Moi, j'en ai relevé 3 qui m'interpellent. La première, tu te dis, comment s'appelait le capitaine Crochet avant d'avoir perdu sa main? Une super question, ça. La deuxième, est-ce que les papillons ont des humains dans le ventre lorsqu'ils sont amoureux? Je trouve ça trop mignon. Et la troisième, pourquoi on ne peut pas prononcer la lettre P sans que nos 2 lèvres se touchent? Et là, tu rajoutes un truc monstrueux. Entre parenthèses, tu viens essayer? Et moi, quand je le lis, je l'essaye, bien évidemment. Bah oui. C'est énorme. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la lettre P, hein. Il y a la lettre M et la lettre B aussi. Donc, MP. t'en as d'autres derrière, alors, à pouvoir nous faire jouer à chaque fois. Cette page-là, c'est un condensé incroyable de réflexion. Alors, bien évidemment, je pense que ça fait partie de ton univers. Mais il y a des choses, j'en ai cité 3, mais il faut aller la lire. Il y a des choses incroyables. C'est des bonnes réflexions. Après, il y a certaines réflexions, elles sont pas de moi, elles existent aussi déjà. Hein. Celle du Détroit, notamment. Ouais, le Détroit du Gibraltar. Enfin, si Gibraltar est un détroit, qui sont les 2 autres. Enfin, ça c'est pas de moi en fait, mais c'est des choses que j'entends et puis que j'aime. Il y a un peu du déproche en fait dedans. Oui, marrant. Avec ce côté calé, avec ouais, c'est chouette, ouais. Voilà, en fait c'est vraiment des choses, qui ont existé, que j'ai entendues à quelque part, que j'ai lues ou voilà, et puis qui m'ont marqué. Mais et puis après des fois c'est des jeux de mots. Par exemple là, je sais pas si ici on est aux 13 hommes, que vous êtes 2, où sont les 11 autres? Bien. On l'a, celle-là est spécifique. Donc, aux 13 hommes, puisque vous êtes 2, qui sont les 11 autres? Ouais, voilà. Enfin, après, c'est des jeux. D'accord. Mais tu l'as naturellement, ça te vient naturellement, et toi, tu l'illustres. C'est ça qui est bien. La connerie, vous voulez dire? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé d'humour. Ouais. Des fois, ça va être un mot, ça va être une situation, ça va être. Puis des fois, c'est rien. Des fois, c'est juste, je me dis, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je vais dessiner rien, c'est bien. C'est quoi rien? Voilà. Non, enfin dans la BD, je me souviens que j'ai quand même réussi à faire une planche sur le fait que je m'arrache juste la peau de la lèvre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est tellement rien, quoi. mais je sais pas. Voilà, il y a des. Donc je le rappelle, la BD s'appelle Vis ma vie de confiné. Elle est encore disponible? On peut la trouver à BD Fugue, ouais. D'accord. Ou en passant directement par moi, vu que c'est un autofinancement. Tu les vends sur Internet, non? Ou on te contacte sur... On me contacte, elles sont sur mon Facebook, site Internet, ou voilà, BD Fugue. Ton site Internet, tu peux nous le redire? Mélo-art.com. Mélo-art.com. Ouais. Tu es une entrepreneuse, tu le vis bien, je te vois souriante, tu as réussi, et c'est ce que disait Cyril, c'est pas évident à
à garder l'ingéniosité et la candeur et la liberté de ton art, tout en, finalement, c'est ce que tu disais, Cyril, en mettant comme un environnement contextuel commercial avec... c'est dur, ça, quand même, aujourd'hui. Moi, je te trouve très positive, très pragmatique et surtout très persuasive. Donc, pour moi, tu es une sacrée jacadiste. Merci. Élodie, on arrive à un moment important de notre... Je te vois sourire. Ne t'inquiète pas. On arrive à un moment important de notre interview. On a l'habitude de laisser le micro libre à notre invité. Et puis, c'est ce qu'on voulait faire. Aujourd'hui, on appelle ça le coup de gueule. Il y a certainement des choses qui t'énervent ou que tu hérites ou tu as envie de t'exprimer. Écoute, maintenant, nous, on dit plus rien, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'énerve? Quel est ton coup de gueule? Qu'est-ce qui m'énerve? Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Ce qui m'énerve le plus en ce moment, c'est la manière dont on présente certaines choses. Comme par exemple, en fait, tout se rejoint, mais par exemple, sur le féminisme, les nouvelles féministes en fait, d'aujourd'hui, moi, je pense que je suis féministe, je me bats pour certaines valeurs et certaines choses, mais par contre, je trouve que maintenant, soit ça va loin, soit c'est mal formulé, et je trouve qu'on fait pire. Par exemple, en cinéma ou en BD, on va se plaindre que la femme de la parité ou des choses comme ça, que il n'y a pas assez de femmes qui ont gagné des prix comparé à un homme ou quelque chose comme ça. Et en fait, d'un côté, oui, c'est bien de faire la part des choses et la parité homme-femme, mais de l'autre côté, je trouve que c'est pire parce qu'en fait, des fois, on va mettre en valeur, par exemple, une femme parce que c'est une femme et pas pour son travail. Je vois ce que tu veux Et dire. ça, par exemple, ça va m'agacer parce qu'en fait, au final, c'est faire pire parce qu'en fait, on veut la mettre en tant que femme, mais on la rabaisse en tant que femme. Et pas en tant que personne talentueuse, qui a du talent, qui a de la créativité, qui a de la compétence, qui a de la technique. Mais juste, en fait, parce que c'est une femme. Et au final, je trouve que ça fait l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un sujet qui pourrait m'énerver. Et c'est quelque chose que tu sens aujourd'hui, en particulier dans ton univers, dans ton monde à toi de dessinateur, ou finalement on le retrouve dans plein de milieux en ce moment? J'ai peur de ce que tu non, dans mon dessin, je vais pas exprimer le monde actuel, la politique ou les choses comme ça. C'est des sujets qui sont sensibles, c'est des sujets où ça peut vite partir, et voilà. Et il y a quelque chose que je déteste, c'est le conflit. Je déteste tout ce qui va être conflictuel, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc en fait, tous ces sujets-là, je vais les éviter. Surtout dans mon art ou quoi que ce soit, je vais pas faire de trucs là-dessus. Mais par contre, ça va être plus dans des discussions avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ou quand je vais regarder quelque chose à la télé, ou dans les mouvements actuels, en fait. Voilà, c'est des choses qui vont plutôt m'agacer. C'est contre-productif. Le résultat est l'inverse, finalement. Ouais, et je trouve, moi, en tant que dessinatrice, créatrice ou technicienne, effectivement, il y a 20 ans en arrière, comme je disais, c'était plus des métiers d'hommes. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a énormément de femmes qui font ces métiers-là. Il y a énormément de femmes réalisatrices, il y a énormément de femmes dessinatrices, il y a énormément de femmes auteurs de BD. Rien que là, je pense qu'on va me reprendre en disant non, autrice de BD. Donc, pour moi, c'est des débats ou des conflits qui, des fois, n'ont pas forcément lieu d'être, parce que je trouve qu'en fait, c'est la dévaloriser. Quand il y a eu ça au Festival de la BD, il y a ça un peu partout, où en fait, voilà, on va faire un focus sur les femmes, ce qui est très bien. Mais pourquoi, à l'inverse, on va pas faire un focus sur les hommes? Oui, et du coup, là, on a un déséquilibre. Et pour moi, la parité, au final, elle y est pas. Moi, si on fait une parité, c'est égalité entre hommes-femmes. C'est-à-dire que, oui, on va parler, il y a un cinéma de femmes, il y a un dessin de femmes. Oui, mais alors, dans ce cas, en parallèle, qu'est-ce qu'un dessin d'homme? Qu'est-ce qu'un cinéma d'homme? Et dans ce cas, si on fait des focus sur les femmes, faisons des focus sur les hommes. Et pas vouloir mettre en avant tout le temps la femme. Et au final... Par revendication par rapport à l'homme, en fait, c'était un petit peu ça, ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'à faire ça, j'ai l'impression que
Ça fait un clivage et un débat. J'ai l'impression qu'on ne prend plus le talent de cette créatrice, de cette autrice ou voilà. Oui, on est juste sur et la en fait, parité. on est juste Il sur nous le faut fait un nom. que c'est une femme. Et en fait, il faut le nom. Et en fait, ça, oui, effectivement, ça m'agace parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne juge pas vis-à-vis du talent, mais qu'on juge vis-à-vis du sexe. Ça s'appelle de la discrimination positive, tout à fait, je comprends. Voilà. Et en fait, ça m'agace parce que et moi, je me dis, putain, mais si on m'invite, j'ai pas envie qu'on m'invite parce que je suis une femme pour qu'on puisse faire la parité homme-femme. Non, j'ai envie qu'on m'invite parce que j'ai du talent. Parce que ce que je fais, c'est intéressant et parce qu'on va en parler et parce qu'on va être constructif. Pas parce que je suis une femme. Et du coup, je trouve que ça rabaisse. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. C'est contre-productif comme. En fait, c'est le serpent qui se ment un peu la queue. J'ai deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est important, c'est que si tu es là, c'est pour ton talent. Ah. Et c'est pour ta vie. Bah, merci. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'était vraiment un coup de gueule parce que tu t'es pas levé, mais pas loin, et que je sentais que. Alors, tu es de bonne famille, donc tu as employé le mot agacé, mais on est bien d'accord. Donc, c'est deux bonnes nouvelles. C'était un bon coup de gueule. Et nous, on est très contents de t'avoir parce que c'est ta vie, c'est ta personnalité qui nous intéresse. On arrive à un moment aussi important, c'est... on va tous espérer que le Covid va nous lâcher un peu, et que toi, tu vas quand même continuer à dessiner, mais pour d'autres raisons, puisque tu disais que tu as toujours besoin de quelque chose qui te motive. Oh oui, pour ça, c'est le point positif. C'est Covid ou sans Covid. En même temps, on sera toujours à créer, que ce soit dans un studio ou à la maison. Mais ça, c'est sûr que... Tu veux bien partager avec nous l'actualité d'Élodie, peut-être l'actualité de Mélo, peut-être l'actualité des 3A. C'est quoi en ce moment-là? T'es sur des projets? Tu veux bien nous donner un petit peu d'éléments? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Des projets, il y en a tout le temps et il y en aura tout le temps. Ça, c'est sûr. Après, c'est comment ils vont s'organiser, comment ils vont grandir, comment ils vont évoluer. Et ça, en fait, on sait pas trop, en fait. Si demain, il y a un deuxième confinement, j'en serais très contente parce que je pourrais me reconcentrer peut-être sur une deuxième BD ou un livre, de confinement, de retour. Ou un livre ou un truc comme ça, voilà. Vie ma vie de reconfiner. De reconfiner, ça y est, t'as déjà le titre, c'est bon. Non, mais voilà, je veux dire, si on est confiné, moi, ça ne va pas me déranger d'être à la maison parce que je vais me dire, je vais utiliser ce temps qu'on me donne au final pour faire autre chose. Si demain, les 3A, ils sont à moitié à l'arrêt, effectivement, à cause du Covid, en espérant que ça reprenne demain. On ne sait pas quand cette période va finir, donc on ne sait pas quand ça va repartir à plein temps. Donc il y a tellement de doutes que l'avenir est quand même assez incertain. Par contre, ce qui est certain, c'est que des projets, il y en aura tout le temps. Quand, où et comment, par contre... Alors nous, on va te suivre. Ce que je te propose, c'est que dès qu'il y a quelque chose à raconter, tu viens nous voir. Je voudrais, on arrive au terme, je voudrais revenir sur ton livre. Alors, ça s'arrête le jour 65, mais il y a une dernière page derrière qui ne s'appelle pas le jour 66, qui est une sorte de conclusion. T'as pas mal de messages dans cette page. Tu donnes un petit peu ton ambition. Tu parles de, tu regrettes le manque de solidarité. Je trouve que c'est presque une signature, cette dernière page. Elle est importante dans ce livre. Je trouve qu'elle finit bien le livre. Elle est bizarre parce qu'en fait, au final, c'est vrai que ça va pas du tout avec ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu le besoin un peu comme un coup de gueule, en fait, de dire ce que je ressentais un peu à ce moment-là, en fait. Et en fait, c'était pas une conclusion parce que le dessin, je l'avais fait plutôt au début, en fait. C'était un des premiers dessins. D'accord. Mais c'est le petit texte qui va en dessous. Oui, il est important ce texte. Voilà, il y a beaucoup de messages, oui. Ouais, moi, il y a des choses que je comprends pas, en fait, dans l'humain. Quand on a été confinés, j'ai eu l'impression que oui, les gens se réveillaient, qu'il y avait d'un coup un élan de solidarité, en fait, qu'on s'aidait, on trouvait d'autres solutions, on faisait plein de choses. Et puis au final, on se rend compte que non, en fait, à peine jour 1 du déconfinement, en fait, tout ça, ça a déjà disparu, en fait, et il y a pas tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un certain côté où, ouais, j'ai envie d'espérer, et de l'autre côté où je me dis, je suis un peu pessimiste quand même à certains niveaux. Alors moi, cette page, effectivement, je la prends comme une conclusion. Je vais citer l'avant-dernière ligne, si tu veux bien, qui pour moi n'est pas pessimiste, et pour une dessinatrice comme toi, je trouve qu'elle a beaucoup de sens. Tu dis, l'avenir n'est dans aucune main à part les nôtres. Ouais. C'est très positif, c'est très, ça t'appartient, c'est à toi, il n'y a plus qu'à. Ouais, pareil, peut-être encore un coup de gueule. En fait, l'avenir est dans nos mains,
Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est toujours la faute des autres. Personne ne dit c'est de ma faute ou j'ai mal fait quelque chose ou quoi que ce soit. Faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de je sais pas qui, c'est la faute des Américains, c'est la faute de machin, c'est la faute de pas de chance. Mais c'est jamais, c'est toujours la faute des autres. Il y a jamais personne qui va dire bah non, mais en fait j'ai fauté, j'ai merdé, enfin voilà. Et à un moment donné, si on en est aujourd'hui, le monde actuel, il est juste comme on l'a tous construit en fait. C'est pas une personne qui a décidé et puis tous les autres qui ont suivi. Si on l'a tous fait ensemble. Donc au final, toutes les questions d'écologie, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est d'actualité, en fait, c'est de la faute à personne. C'est à un moment donné, chacun doit prendre sa responsabilité si on veut le changer au final. Donc c'est bien dans nos propres mains. Élodie, on arrive au terme de notre discussion. On vient de passer un moment incroyable. On a refait le monde. On a discuté de plein de choses. On a découvert que même quand on n'a pas confiance en soi, il se passe des choses incroyables. Et puis nous, c'est le moment où, avec Cyril, on aimerait revenir sur la genèse de notre projet à nous, qui s'appelle Jacadi, tu sais, sur lequel on a une définition que je vais te rappeler. Donc, nous, on estime que le jacadisme, c'est d'abord positif. Et que tu viens de nous démontrer que dans ta vie, il s'est passé plein d'événements, ces petites pierres blanches qui ont fait ton parcours, mais que ça a toujours été positif, et un non parfois est très positif. Le deuxième, c'est pragmatique. Tu le disais toi-même, tu dis bon, j'ai besoin qu'on me secoue un peu, mais après t'es dans la création, t'es dans l'accomplissement, tu délivres quelque chose. On a parlé de plein de choses avec toi, notamment les expos, de ta BD et compagnie. Et puis le dernier, c'est persuasif. Alors j'allais dire, je suis désolé, mais d'abord c'est se persuader soi-même, ou visiblement parfois t'as quelques soucis, mais heureusement t'as des gens bienveillants autour de toi qui te poussent pour ça, et puis persuader les autres. Tu as un projet qui vient avec succès que tu as délivré et qui t'as dû devoir persuader des gens, et les gens t'ont suivi dans ton projet. Ça, c'est notre définition. Par contre, ce que je te propose, c'est de te demander à toi, quelle serait toi ta définition du jacadisme de Jacadi ? Eh ben, la définition, ce serait, alors c'est une phrase un peu peut-être mal tournée ou j'en sais rien, mais que j'aimais bien et que je donnais à certains étudiants aussi. En fait, à vouloir faire l'impossible, on rend difficile ce qui pourrait être possible. En fait, à vouloir toujours viser trop haut et vouloir dire, en fait, je vais être le meilleur, enfin, voilà. Et en fait, on se met des bâtons tout seul dans les roues, alors que si on prenait ce qui arrive au moment où ça arrive, tout devient possible, en fait. Voilà. Et petit à petit. Je sais pas C'est parfait. Alors moi, je vais me permettre de te donner un conseil. C'est de t'appliquer à toi cette belle phrase. Ouais, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué de faire à soi. C'est beaucoup plus facile. Essaye, tu vas voir. Mais c'était bien parti. Moi, non, avec tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, je suis sur cette voie-là. Hein. Je fais déjà pas mal de choses. Nous, on est très fiers de toi. Je prends. On est très très fiers de toi. Non, mais voilà, je prends confiance en moi et je fais plein de choses et j'ai voilà. Je pense qu'on pourrait rebaptiser Jacadi les créateurs d'introspection. On arrive au terme de notre épisode. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous. Pour ce moment partagé. Merci, Gérald. Merci. Et abonnez-vous et continuez à nous suivre pour un nouvel épisode des podcasts Jacadi. À très bientôt. Au revoir, Élodie. Au revoir, merci. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles. Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.